Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как ваши дела? Bonjour, merci d'avoir pris le temps de nous accorder cet entretien. Comment allez-vous? Écoutez, aussi bien que l'on puisse aller dans ma situation. Merci beaucoup. Спасибо большое. Все хорошо, не считая в общем ситуации. Итак, первый вопрос. Как относятся жители Франции к конфликту в Донбассе? Понимаете причины, по которым он начался? И знаете предысторию всех событий? Donc, la première question, que pensent les Français du conflit dans le Donbass? Comprennent-ils les raisons pour lesquelles il a commencé et connaissent-ils le contexte de tous les événements? En fait, je pense que c'est à peu près les mêmes questions qu'on pourrait poser en Russie. Que pense-t-il de tel conflit qui va se passer en Afrique, par exemple au Congo? La majorité se sentira bien peu informée sur la question et n'aura pas nécessairement un avis. Une minorité plutôt bourgeoise, plutôt cosmopolite, plutôt habituée à regarder les grands médias mainstream occidentaux qui censurent déjà le point de vue de la Russie et des gens du Donbass, et par ailleurs ne fait que la propagande du point de vue de l'OTAN, donc des États-Unis d'Amérique, vont adopter ce point de vue-là. Mais c'est un point de vue bien pensant et conformiste pour ne pas avoir de problème, mais en général qui n'est pas lié à une compréhension réelle et géopolitique de la situation. Et puis il y a tous ces gens qui sont très énervés en France, qui aspirent à une révolution, j'en fais partie. Je fais partie des Gilets jaunes. Vous avez sans doute entendu parler de ce mouvement de révolte en France contre Macron, mais de façon générale contre tout l'establishment français, qui ont une vraie éducation géopolitique et économique, alors à différents degrés, mais qui ont une affinité déjà naturellement pro-russe parce qu'ils connaissent l'histoire et savent que nos liens entre la Russie et la France sont profonds, anciens, amicaux et ils ont toujours été plutôt utiles entre nos deux contrées lorsque ça s'est bien passé. Donc, de par cette affinité, de par la connaissance des dossiers de ce qui se passe dans le Donbass, oui, les Français qui sont révoltés sont très aidés. Donc, les Gilets jaunes feraient plus de côté pour vous dresser un portrait type de la population française et ce qu'elle pense. Donc, je vais traduire et puis vous pouvez prononcer, ok? Фаина, на самом деле это очень противоречивый вопрос. Его можно также задать и россиянам, потому что многие люди, особенно представители буржуазии, они смотрят прозападные СМИ, которые очень сильно цензурируют, например, российскую позицию и не показывают в целом ничего, кроме западной пропаганды. Поэтому ситуацию, может быть, знают все, но другое дело, действительно ли это реальная ситуация, происходящая на Донбассе, или это просто навязанная им позиция. Поэтому здесь вопрос заключается в том, кто и как знает, понимает эту позицию. Реально или вообще как факт, знают ли о конфликте. В чем глубинная причина возникновения конфликта в Донбассе, на ваш взгляд? Donc, quelle est, selon vous, la cause profonde du conflit dans le Donbass? Très clairement, ce sont les ingérences américaines sur le précaré de la Russie, qui est, on va pas dire l'ex-espace soviétique, mais simplement l'Ukraine, c'est là où est née la Russie. Pour les Français aussi, la Russe de Kiev, au moment où il y a eu le grand schisme justement entre une identité caucase ukrainienne qui est née vers la Galicie, dans l'ouest de Kiev, et de l'autre côté, c'est la Russie qui naît réellement. Donc, pour nous, le simple fait que les Américains ont envoyé Victoria Nuland, George Soros a expliqué aussi qu'il avait lui-même financé les groupes nationalistes ukrainiens sur place. Le Pravi Sector a été aussi, alors là c'était plutôt interne à l'Ukraine, comment il s'appelle, Viktor Kolomoïski, est très bien connu de nos groupes aussi pour avoir participé au financement de Pravi Sector, dont on a vu les bases œuvres dès 2014. On sait aussi très bien
sector et tous ces groupes bandéristes ne veulent pas regarder les Européens, les médias européens, les médias, toute l'oligarchie que nous avons à la solde des États-Unis d'Amérique, mais aussi l'Allemagne. Il ne faut pas la voir comme complètement innocente à ce qui s'est passé justement en 2014. Bon, il y a eu des ingérences étrangères en Ukraine qui n'étaient pas faites pour favoriser la construction d'un État ukrainien qui est encore récent sur le plan historique et structurel. L'Ukraine en tant qu'État né sous l'égide de l'URSS dès la révolution russe en fait, et ne va réellement s'émanciper qu'à la fin de l'ère soviétique. Donc c'est encore tout neuf. Avant, il n'y avait pas réellement d'État ukrainien. Il y avait eu quelques principautés, mais de toute façon, soit sous la tutelle de la Pologne, soit sous la tutelle de la Russie, ou alors en partie envahie par l'Allemagne. Donc la construction de l'État ukrainien est récente. Et lorsque des intérêts occidentaux très anti-russes par nature et depuis des décennies désormais viennent faire de l'ingérence, ce que ne se permet pas de faire la Russie. Je veux dire, la Russie en France ne finance aucun État hostile, aucun groupuscule hostile à Macron. Les Gilets jaunes n'ont jamais reçu la moindre aide d'une façon ou d'une autre de la Russie pour déstabiliser la Macronie, alors que nous sommes réellement révoltés. Nous voulons faire une révolution en France. Les États-Unis, eux, se le permettent. Ils n'ont aucun problème à se dire nous allons financer, aider, soutenir des groupes factieux et même extrémistes. Ils l'ont fait avec les islamistes en Syrie et dans d'autres dans le monde, dans des fins qui leur regardent, mais toujours dirigés contre la Russie ou pour leurs intérêts. Donc, on en est conscient. En France et je dirais globalement en Europe, la majorité des gens sont conscients de ces manœuvres-là, à des degrés divers. Je trouve que c'est utile parce qu'en fait, il y avait réellement une possibilité. Les autonomistes du Donbass, de ce que j'ai pu entendre, au départ, ne demandaient pas la scission. Ils voulaient simplement que leurs droits, quant à leur langue, et puis simplement le fait que culturellement ils sont russes, soient respectés et que l'Ukraine devient effectivement quelque chose qui ressemble plutôt à une forme de Suisse. En Suisse, il y a 3 langues différentes. Il y a le français, il y a l'italien et il y a l'allemand. Mais c'est un pays qui fonctionne depuis des siècles. Donc il y avait la possibilité pour l'Ukraine en fait de se construire au regard de son histoire et de la diversité de ses populations. C'est pas ce qui a été choisi par les nationalistes ukrainiens qui sont des extrémistes très clairement et qui sont réellement des néo-nazis. Ça n'est pas ce qui a été choisi par les Européens qui parlent sans cesse de valeurs européennes. Mais c'est toujours à géométrie variable. Soutenir des néo-nazis et des dingues qui viennent tuer des gens qui ne sont pas d'accord avec eux dans une partie de leur pays, ça les dérange pas si ça peut servir leur fin. Actuellement, ce sont des milliers de morts que génère ce conflit. Et je suis horrifié, comme la majorité des Français en fait, qui comprennent ce qui s'est passé. Так, конечно, причиной этого конфликта является именно вмешательство США с целью дестабилизировать ситуацию в России. И на самом деле идея заключалась в том, чтобы поддержать экстремистов, поддержать правый сектор и с 2014 года расшатывать ситуацию в стране. В целом Украина — это государство, которое было сформировано только после распада СССР и объединило в себе большое количество людей, представителей разных национальностей, разных групп, разных взглядов, и именно его можно было очень легко расшатать. И, конечно, сейчас конфликт на Украине связан именно с действиями настоящих экстремистов, которых поддерживает Запад. Все это направлено против России, и самая большая проблема заключается в том, что жители Донбасса фактически были лишены прав, возможности говорить на своем языке, и, конечно, это не могло не вызвать сопротивления. Мы можем посмотреть, например, Швейцарии, где проживают люди и из Италии, и из Франции, и их права не ущемляются, они живут в своей стране
так же, как и другие граждане. Вот, на Украине такой ситуации достичь не получилось, и поэтому произошел раскол. Это привело к тому, что сейчас мы видим тысячи погибших на территории Украины. И, конечно, нельзя говорить о том, что причиной этого конфликта являются какие-то естественные условия. Сколько велика пропаганда во Франции? Есть ли возможность высказывать свое мнение? Оказывает ли правительство давление на СМИ и журналистов? Quelle est l'importance de la propagande en France? Les gens peuvent-ils exprimer ouvertement leur position? Et le gouvernement exerce-t-il des pressions sur les médias et les journalistes? C'est plus insidieux. Alors, d'abord, l'importance de la propagande en France, elle est totale, puisque ça fait des années, bien avant d'ailleurs le conflit dans le Donbass, que nous avons d'une part tout un courant d'opinion qui, d'abord très patriotique, en premier lieu, tous les gens qui veulent sortir de l'Union européenne en France, qui est une seconde URSS, et ça, je ne sais pas si quelques Ukrainiens entendront ce point de vue, mais c'est quand même particulièrement étrange de se proclamer nationaliste, donc vouloir l'indépendance de sa propre patrie, l'indépendance de son pays, et dire je veux rejoindre l'Union européenne. C'est un antinationalisme puisque l'Union européenne n'est rien d'autre qu'une forme d'URSS qui a servi des États à des intérêts très minoritaires qui sont bureaucratiques et qui leur dénient toute leur souveraineté. Bon. Ce courant d'opinion qui est très hostile à l'Union européenne, qui veut que les Français sortent de cette institution, mais aussi de l'OTAN parce qu'elle est jugée comme une institution vendeur qui ne sert que les intérêts des États-Unis, dessert nos intérêts nationaux. Ce courant d'opinion, bien avant Maïdan, était déjà censuré. Et tout le courant d'opinion, effectivement, à l'inverse, et qui est surtout fait de slogans, de phrases très marketing, il n'y a pas de réelle pensée profonde pour défendre ça, et refuse de débattre avec des gens publiquement qui ne sont pas d'accord avec eux. Eh bien, tout le courant d'opinion pro-OTAN, lui, il nous est matraqué. Tous les leaders politiques qui sont favorables aux États-Unis d'Amérique sont sponsorisés, et tous ceux qui y sont opposés, évidemment, sont minorés et diabolisés. Donc oui, ça c'est très fort. Maintenant, l'avènement des réseaux sociaux a même eu quelque chose de profond en France, puisque la majorité des gens ne font plus confiance aux médias, comme à l'ère à la fin de l'ère soviétique, les gens n'avaient plus confiance tout simplement dans leurs médias ni au gouvernement. Ils savaient que que c'était l'heure du mensonge. Ils cherchaient à faire tenir quelque chose qui ne marchait plus. Même Monsieur Macron est très conscient que, par exemple, les Français veulent sortir de l'Union européenne. Il avait dit à l'occasion du Brexit, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Il avait été interviewé à la BBC. Le journaliste de la BBC en Angleterre lui demandait pourquoi vous faites pas comme nous un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Et lui, nous ne le ferons pas parce que les Français probablement voteraient pour la sortie de l'Union européenne. Donc, ils sont très conscients que le n'est pas d'accord avec eux. Ils le voient par tout un faisceau d'études. Ils ont la possibilité, en fait, de faire ce que le peuple demande. Ils le feront pas. C'est pour ça qu'il faut faire une révolution chez nous, et aussi pour empêcher une guerre, parce que pour ils veulent nous amener à la guerre avec la Russie, rien de moins que la deuxième puissance nucléaire au monde, le regard que l'on peut avoir. L'État avec qui pendant 200, 300 ans la France a eu s'est allié lorsqu'il a fallu avoir une résistance des deux côtés contre les poussées de fièvre germaniques, puisque lorsque l'Allemagne a des poussées impériales, elle le fait autant à l'ouest qu'à l'est. Donc en fait, la Russie et la France ont toujours eu un intérêt géographique et stratégique à entendre au-delà des aspects économiques où les pays européens en général et la France en particulier ont des intérêts économiques et industriels essentiels, que de dire au lieu d'aller chercher du gaz de schiste très cher aux États-Unis, du gaz dans des pays du Moyen-Orient avec qui on n'a pas vraiment d'affinité, on préfère encore s'approvisionner avec l'ami russe qui est à quelques encablures de nous et qui est livré par des pipelines, le gaz et dont on a besoin pour notre industrie chauffer les Français. C'est des raisons logiques.
Je veux dire, la France a par exemple investi 1 milliard d'euros dans le pipeline Nord Stream. Parce que les États-Unis, puisque c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait très bien que ce sont les États-Unis qui sont derrière, ont détruit ce pipeline. En fait, c'était un état de guerre qui était déclaré à la France, puisque nous avions investi 1 milliard pour cette infrastructure qui est essentielle. De la même façon, lorsqu'on avait voulu, les États-Unis avaient dit, il faut arrêter de plus livrer les navires Mistral qui étaient au départ prêts à la Russie. C'est les Français, en fait, nos autorités ont obéi le dos de couture alors que les bateaux étaient construits, qu'ils avaient coûté très cher, qu'il y avait eu du transfert de technologie, donc c'est pas rien. Les pays s'échangent des données sur des technologies militaires, il y a une relation de confiance qui doit s'instituer, ils ont sabordé tout ça. Gouverné par des traîtres. Maintenant, il y a cet effet de révolte chez les Français qui sont équés. Moi, je fais partie de ceux qui veulent les amener vraiment à une révolution aboutie, donc renverser réellement notre establishment. Notre difficulté, c'est plutôt de nous, à l'intérieur, d'avoir un mouvement révolutionnaire bien construit, bien coordonné, avec un gouvernement de salut public prêt à opérer et reconnu tant à l'intérieur pour nos troupes, qui sont très divisées, mais aussi à l'extérieur. Et ça, peut-être que ça pourrait être une réflexion avec parce que les autonomistes du Donbass ont compris cette logique à un moment, de dire pour faire scission avec leur gouvernement en Ukraine, il fallait des gouvernements de salut public qui soient prêts à opérer et prêts à prendre le relais. Et nous, c'est ce qu'on n'a pas encore fait en France. La reconnaissance mutuelle entre des gouvernements de scission avec leurs autorités légitimes est une façon de faire une diplomatie parallèle qui pourrait être très utile pour le Donbass et la paix en général. Это еще более противоречивый вопрос. Тут можно рассмотреть с двух сторон ситуацию. С одной стороны, конечно, цензура в стране присутствует, но при этом в стране возникают проблемы, связанные с отношением к Евросоюзу. Многие люди считают, что ЕС – это второй СССР, и что на самом деле этот союз фактически лишил страну своей независимости, и очень сильно развиваются сейчас патриотические настроения, и даже в одном интервью BBC Макрон сказал, что он не будет проводить референдум о Фрекзите, то есть о ситуации, которая произошла аналогичная Брекситу, потому что у него есть сомнения по поводу того, как проголосуют граждане. И в целом, с учетом того, какие настроения развиваются в стране, называть ситуацию на Донбассе национализмом кажется по меньшей мере странным. С другой стороны, мы можем рассмотреть эту ситуацию с пропагандой и цензурой со стороны извне. И тогда возникает ситуация, что очень многие СМИ говорят именно то, что требуют от них западные коллеги США, и иная позиция, она, конечно, существует, но она очень сильно задавливается, и правительство старается вообще ее не обсуждать с гражданами. Конечно, получается, что граждан, которые против, внешне меньшинство, и их позиция очень девализируется. Но на самом деле все, что происходит сейчас на Донбассе, невыгодно самой Европе. Почему мы должны покупать большое количество сжиженного газа у США, который стоит огромные деньги, и называть Россию, исходно являвшуюся для Европы другом, врагом? Тут можно вспомнить ситуацию с Северным потоком-2, который был разрушен, и нет сомнений, что к этому причастны США, которые просто сказали, что хватит уже покупать у недруга ресурсы. И при этом Франция была вынуждена подчиниться, при том, что она вложила в строительство Северного потока-2 больше $1 миллиарда. Но так как поступил приказ все остановить, все было остановлено. Так что ситуация, происходящая в Европе, очень противоречива, и, безусловно, существует и пропаганда, и цензура, но смотреть как-то с одной стороны на это невозможно. Я бы хотела поговорить с вами об украинском сайте «Миротворец». Вы знаете о существовании такого сайта?
Что думаете о его работе и о том, кто за ним стоит? Je voudrais vous parler du site ukrainien Peacemaker. Connaissez-vous ce site? Oui. Que pensez-vous de son travail et qui est réellement derrière lui? Bon, dans les informations que l'on peut lire, c'est d'abord le SBU qui soutient. Je pense qu'au départ, c'était bien des bandéristes qui sont mis à faire cette basse besogne. Nous, on la connaît en France par les sites qu'on dit Antifa, qui sont tout à fait dans ce genre de délation, sauf qu'ils vont pas aller jusqu'à donner des informations personnelles comme des adresses, des numéros de téléphone, des liens, enfin voilà, ils ne vont pas aller jusque-là, ils vont juste se contenter de salir. Là, clairement, l'idée, c'est de marquer les gens pour dire cible à abattre. Malheureusement, Daria Dugin et quelques autres personnalités du Donbass ou de la Russie en ont fait les frais. Et moi, je trouve que ce qui est le plus effrayant, c'est encore une fois que les Occidentaux qui aiment beaucoup se faire passer. Alors, je parle occidentaux du point de vue de nos dirigeants. Encore une fois, au niveau populaire, c'est très différent. Mais les dirigeants laissent à entendre que l'Ukraine est un pays merveilleux, victime, qui est un étendard de la démocratie, avec des pratiques politiques et militaires qui sont toujours dans les standards, alors que la réalité, c'est que ce que l'on voit là devrait en fait pousser les pays occidentaux à faire. Il y a des pratiques qui ne se font pas. Les civils ont le droit de s'exprimer sur un conflit, quoi qu'ils pensent, ils ont le droit d'avoir leurs opinions. Vous n'avez pas à les semer à la vindicte des ultras, des extrémistes, et puis communiquer comme ça leurs données personnelles publiquement pour pouvoir faciliter en fait des meurtres, parce que c'est rien d'autre que ça, c'est tuer des gens qui expriment leurs opinions. Enfin, c'est quand même déjà dans un climat qui est difficile où après autant de sang versé, autant de douleur, il sera très difficile de pouvoir obtenir des petites gens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément politisés ou qui ne sont pas à un niveau important d'influence dans leur propre pays, dans leur propre gouvernement. Ces petites gens-là ont tous aujourd'hui un avis et quelque chose sur le cœur, et ça va être très difficile à un jour ou l'autre de réussir à ramener la paix entre des populations différentes issues de l'Ukraine. Donc, quand on en est à ce niveau-là, ce qu'il faudrait de la part des Occidentaux, c'est tendre à ramener le calme et la paix, au-delà de ne pas livrer d'armes et de munitions à l'Ukraine, ça ne peut qu'entretenir le conflit, la boucherie, et c'est tout sauf pacifique comme attitude, c'est tout sauf neutre. Il y a aussi le fait de dire à l'Ukraine, il y a des limites. Et des limites aussi dans ce que vous faites. Normalement, ceci depuis longtemps pour être radié. RT France, qui n'est qu'un média, qui n'est même pas réellement un média du point de vue des Français tel que nous l'avons connu, pour encore un peu le voir, si pro-russe que ça, parce qu'il est assez neutre, les informations communiquées par les autorités ukrainiennes, par exemple sur le conflit dans le Donbass, étaient relayées de façon tout aussi neutre que la réponse donnée par les autorités russes et inversement. RT France a été supprimé comme site internet pays. Et c'est pas le seul. Ils ont le pouvoir d'empêcher un certain nombre de sites internet de pouvoir exister. Et ils sont très efficaces lorsqu'il s'agit de jeter le discrédit sur des Français qui ne sont pas d'accord avec eux. Par contre, moi, j'ai pu accéder à ce site puisque j'ai été vérifié justement ce qu'il faisait. Et il n'y a pas de souci. Il est diffusé en France, il est diffusé dans d'autres pays. Et je comprends que des gens en Russie, en Ukraine et ailleurs puissent se sentir menacés par ce site-là et les autorités occidentales ne font même pas pression sur les autorités ukrainiennes pour que ce site soit désactivé. Parce que c'est clairement le derrière. Donc il n'y a que le gouvernement ukrainien qui peut réellement agir et contraindre. Mais est-ce que Zelensky est réellement en capacité de donner à des gens qui pourraient le renverser comme ça s'est passé finalement avec Yanukovych quelques années plus tôt? J'en suis pas certain. Безусловно, я знаю об этом сайте, за ним стоит СБО,
И я считаю, что деятельность этого сайта неприемлема и даже пугающая, потому что на нем публикуются данные о людях, которые так или иначе высказывают что-то против украинского правительства, и целью таких публикаций является фактически уничтожение человека. И при этом в Европе говорят, что военная политика Украины, она достаточно приемлема, ее целью является достичь демократии, и она не выходит ни за какие рамки, но на самом деле мы видим, что ситуация абсолютно другая, и в целом позиция Запада, Европы сейчас является очень некорректной, потому что мы продолжаем осуществлять поставки вооружений, мы продолжаем поддерживать ведение этого конфликта, когда нужно, наоборот, стремиться достичь мира, потому что всему есть границы, и сейчас эти границы уже достигнуты, и чтобы прекратить конфликт, нужно стремиться к достижению каких-либо соглашений, а не продолжать поставки вооружений. Можете сказать, как влияют санкции в отношении России на Францию? Pouvez-vous raconter la situation avec, expliquer la situation avec les sanctions contre la Russie, comment il influence sur la France? Alors, il y a une influence très directe. Par exemple, pas très loin de chez moi, il y a une usine qui, du fait des coûts de l'énergie qui ont substantiellement augmenté, parce que la Russie, sans que en fait les coûts de ses propres hydrocarbures soient forcément plus élevés que dans les autres cours mondiaux, restait un fournisseur de masse. Je veux dire, entre 20 et 30% de nos besoins en ressources énergétiques émanaient directement de la Russie, tout simplement du fait. C'est de la même façon que la Russie. Si elle peut trouver quelque chose qu'elle ne peut pas produire sur son sol, mais qui est produit dans un quelconque État européen, a un avantage à se dire je ne vais pas aller le chercher loin en Australie ou en Amérique du Sud si je peux le trouver à proximité de chez moi. Donc, nous, ça a eu un effet puisque il y a tout un tas de politiques à la fois de sanctions sur les importations d'hydrocarbures et de gaz censés affaiblir la Russie, mais qui en fait nous affaiblissent nous et permettent à la Russie de gagner en indépendance, même si c'est coûteux aussi. Hein, c'est pas non plus sans. C'est pas la Russie ne vit pas forcément avec joie et légèreté les sanctions qui lui arrivent dessus. Elle est obligée de s'adapter et c'est pas forcément simple. Mais ça la pousse à gagner des en termes d'indépendance et de souveraineté, de résilience, de capacité à s'adapter. Tandis que nous, de notre côté, qui ne produisons absolument aucun hydrocarbure en France, ou du moins c'est tellement marginal que nous sommes totalement dépendants, en fait, au profit des États-Unis d'Amérique, qui eux n'ont aucun problème de production d'hydrocarbures pour leurs propres besoins d'eau, nous sommes en train de démolir nos contrats de long terme avec la Russie, donc est plus cher le pétrole, donc de fait ça a une incidence sur l'inflation des prix en général, puisque tout ce qui est produit, tout ce qui est construit, et forcément a eu un coût énergétique, pas seulement un coût en main-d'œuvre ou en matière première initiale, il y a eu aussi le coût de la transformation. Donc tout se renchérit, y compris dans l'alimentation, et c'est doublé en plus avec une double peine parce que en France, nous jouons sur le nucléaire en fait pour l'approvisionnement d'électricité. Et du fait d'avoir une bonne maîtrise du parc nucléaire et puis que nous en avons un très développé, l'électricité n'est pas très chère à produire chez nous, contrairement en Allemagne qui est dépendante plutôt du charbon, encore une fois russe, ou du gaz. Et au niveau européen, l'Allemagne, qui est aussi toujours en situation de domination, hein, on revient sur des choses qui en fait sont des répétitions d'histoire, ça prend des sens différents, mais c'est à peu près la même chose. L'Allemagne a dominé l'Europe et imposé ses points de vue pour ses intérêts économiques et industriels, et elle avait imposé des politiques au niveau européen en disant voilà, le nucléaire devient quelque chose qui n'est pas écologique et donc qui sera surtaxé.
et allons, par d'autres mesures qui seraient un peu techniques que je ne vais pas vous expliquer ici, favoriser en fait le renchérissement du coût de l'énergie électrique en France notamment, puisque c'est une guerre économique qui est livrée à la France très clairement. Nous avons la double peine. Nous avons les hydrocarbures russes que nous payons cher ou auxquels nous avons des difficultés d'accès. Nous n'avons plus de contrats à long terme qui sont intéressants dans les coûts pour notre industrie. Nous n'avons plus une électricité à bas coût alors que nous la produisons à bas coût sur notre propre sol national avec nos propres infrastructures. Le coût de l'électricité, en fait, est en dehors de toute qui sont en dehors de toute raison logique. Et ça, c'est au niveau de l'Union européenne. Et au final, dans les autres pays européens, de ce qu'on en lit, que même l'Allemagne, qui était le champion jusque-là, en paye les conséquences. D'ailleurs, le sabotage de Nord Stream a eu un impact très sérieux. Et c'est aussi ce qui fait qu'il y a des raisons d'espérer, malheureusement, tragiquement aussi, du point de vue des Français et des Européens, mais sans qu'il y ait le sang versé, jusqu'à ce simplement, en fait, les errements économiques, les sanctions dites dirigées contre la Russie, en fait, sont contre les États européens au profit des États-Unis d'Amérique et, en fait, favorisent la Russie, favorisent le long terme la Russie. Et je trouve ça, en tant que Français, je trouve ça inadmissible. C'est une trahison de nos propres intérêts nationaux. Et nos intérêts nationaux ne sont pas sur des leviers économiques d'être associés aux États-Unis. Je veux dire, c'est aussi une question géopolitique. Dès lors que les États-Unis veulent dominer l'espace européen, veulent nous assouvir, veulent fonder une sorte de nouvelle Rome, la France a plutôt intérêt à choisir de s'associer avec des pays, pas que la Russie d'ailleurs, qui assez opposés aux États-Unis d'Amérique pour mieux faire front et garantir un peu mieux la défense des intérêts nationales. На самом деле связь между санкциями против России напрямую ведет к Европе. Европа пострадала от санкций чуть ли не больше, чем Россия, потому что цена на энергетику очень сильно возросла. Соответственно, возросли цены на все производство. Кроме того, из-за высоких цен на энергетику мы не можем производить некоторую продукцию, которую мы производили раньше, и, конечно, нам намного менее выгодно покупать ее где-нибудь в Австралии. Кроме того, из-за роста цен на энергетику растут цены на продовольственные товары, включая продукцию общего потребления и еду. И в целом нам говорят про то, что Франция и вся Европа должна стать менее энергетически зависимой от России. Но на самом деле Франция, например, не производит вообще практически никаких энергоресурсов, не добывает ни нефть, ни газ, и мы не можем стать полностью независимыми от энергетических поставок. Да, во Франции довольно сильная ядерная энергетика, но из-за того, что нам навязывают позицию неэкологичности этого вида энергии. Мы также сокращаем производство электроэнергии на атомных электростанциях, что не позволяет задержать рост цен на электричество. Соответственно, у нас продолжают расти цены на электричество. И даже в Германии, которая, собственно, и является сейчас лидером в Европе по энергетической политике, которая сейчас продвигает все эти идеи о неэкологичности атомной энергетики, в том числе ситуация, связанная с сокращением поставок из России, очень негативно сказывается на экономике, потому что основными энергетическими ресурсами Германии являются именно газ и уголь, которые тоже поставляются из России. И, тем не менее, мы находимся фактически в состоянии экономической войны, когда энергетические ресурсы мы вынуждены поставлять за более высокие цены у единственного партнера, у США. У нас фактически нет вариантов, и мы таким образом предаем свои национальные интересы и вынуждены подчиняться
А при этом Россия, да, это достаточно трудно, но фактически способна адаптироваться к этим санкциям и даже получить из них выгоду, потому что есть целый ряд других стран, которые также не поддерживают политику США и при этом готовы вступать в экономические отношения с Россией, и она переориентирует свои поставки на эти направления. Так что получается, что Европа проигрывает чуть ли не больше. Ужасно, конечно. Начался конфликт в Палестине. Сколько велика вероятность того, что во Францию вновь нахлынет поток мигрантов? Готова ли к этому Франция? Il y a 6 semaines, le conflit en Palestine a commencé. Quelle est la probabilité que la France soit à niveau en données de migrants? Et la France est-elle prête à faire face à une nouvelle vague? Oui, parce que en fait, l'immigration illégale, en réalité, elle est organisée depuis plus de 40 années. Elle n'a toujours été à flot continu et c'est un problème, en fait. Comment dire, ils ont tout fait, en fait, pour associer l'idée que les gens qui étaient à ces vagues d'immigration, pour l'essentiel illégale, du reste, soit tous les gens qui la dénoncent en fait étaient qualifiés de racistes, alors que non, n'importe quel pays qui est un petit peu honnête vis-à-vis de ses capacités d'accueil d'une part, de ses capacités à donner du travail, mais aussi à assimiler des populations, des repères culturels et linguistiques très différents. C'est pas illimité. Une immigration douce dans n'importe quel pays, c'est possible. Il y a une capacité d'assimilation tant sur le plan économique, social que culturel. Lorsque c'est au contraire organisé à dessein, et le même Georges Soros dont j'ai parlé vis-à-vis de ses méfaits par rapport à la question du Donbass en début d'entrevue, on le retrouve aussi à financer et influence très fortement les politiques européennes qui empêchent d'avoir des mesures légales contraires à cette forme d'immigration, parce que nous pourrions tout simplement sortir de l'Union européenne, sortir de l'espace Schengen, adopter des politiques de raccompagnement à la frontière de tous les migrants illégaux et en fait d'une politique migratoire et démographique qui correspondent à nos intérêts nationaux. Ça, nous pourrions le faire. Simplement, il y a une idéologie à la fois favorable au grand patronat français qui lui jouit d'une main d'œuvre bon marché, corvée à merci, et qui n'étant pas patriote, intéressé par les questions civiles, politiques, etc., ne va pas être là pour défendre ses intérêts de salariés. S'ils sont payés pas cher avec des contrats précaires, des conditions de sécurité sociale très limitées, c'est parce qu'ils savent très bien que ces gens-là ne se révolteront pas, contrairement à des Français qui connaissent bien leurs droits sociaux et qui ne se laisseront pas faire. Donc ça sert à ça. Le patronat l'utilise comme de la main d'œuvre facile. Et de l'autre côté, nous avons une gauche bourgeoise qui est encore une fois dans le conformisme, la bien-pensance. L'idée de se montrer qu'elle est pleine de belles valeurs très angéliques, mais c'est la même chose avec l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils vont décider d'armer l'Ukraine, d'envoyer des munitions au nom de prétendus valeurs universalistes, alors qu'en réalité le fond est malveillant. Cette immigration massive, avant que des gens arrivent à nos frontières, en général ils vont traverser un désert lorsqu'ils arrivent d'Afrique, ils vont traverser un désert et certains n'en reviendront pas. Ils vont traverser la Méditerranée, certains vont y périr et leurs conditions de survie en France sont très précaires. Ils vivent dans des tentes, dans des squats, dans des hôtels minables. C'est pas du tout en fait des conditions favorables. Alors les Français sont un pays, la France est un pays qui est sur différentes mers, l'océan Atlantique, la mer du Nord, la Méditerranée, qui a une histoire qui nous pousse juste à avoir des comportements assez universalistes, avec beaucoup de tolérance et de capacité à se dire nous sommes capables d'encaisser encore des choses qui sont contraires à nos intérêts pour que la notion d'universalisme, d'amour
d'amitié entre les peuples soit toujours point de départ. La réalité, c'est qu'il y a quand même un fort rejet. Là, 70% des Français à minima veulent des politiques migratoires extrêmement fermes, mais comme d'habitude, les politiciens qui sont là pour nous trahir, ça par des intérêts prédateurs et contraires aux intérêts du peuple français, lui ouvre toutes les vannes, face à cette immigration illégale et la rend légale et va même franciser des gens, donc leur donner la nationalité française, alors que clairement, c'est pour des intérêts économiques, pas du tout pour des intérêts, pas parce qu'ils seraient devenus français de cœur. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui vivent en Russie, qui se sentent aujourd'hui beaucoup plus russes, de la même façon que des Russes qui sont venus vivre en France parce qu'ils adoraient la France et que, voilà, ils se sentaient attachés à un pays. Dans ces cas-là, c'est pas anormal de donner la nationalité à quelqu'un. Lorsque c'est des réseaux de placement économique, les enjeux sont ailleurs. Nous sommes un pays trahi, nous sommes un pays qui est devenu la prostituée de tout intérêt malveillant, hein, que ce soit ceux des États-Unis, des capitalistes les plus durs. Nous avons les idéologues les plus totalitaires qui sévissent en France, qui ont tous les pouvoirs, qui ont toutes les influences. Et l'immigration est pour l'instant quelque chose que nous subissons et sur lequel nous n'avons pas. Вообще волна мигрантов во Франции не прекращается уже в течение долгого времени, и это очень сильно дестабилизирует ситуацию в стране. Во-первых, Франция принимает мигрантов с разных направлений, у нас есть выходы к нескольким морям, к Средиземному, к Северному, и, конечно, это создает определенные трудности. И, с одной стороны, люди очень плохо относятся к миграционной политике Франции и в целом европейской миграционной политике, потому что это создает определенные проблемы в социальной сфере, в экономической сфере. Прибывающие мигранты чаще всего не хотят социализироваться, они не хотят встраиваться в культурные особенности страны, куда они приезжают, и при этом пользуются определенными социальными благами. Это, конечно, негативно влияет на ситуацию. С другой стороны, когда мы принимаем людей, мы не всегда способны обеспечить им необходимые условия. И получается, что многие люди во Франции выступают за достаточно жесткую миграционную политику, за ограничение потоков нелегальных мигрантов, но сделать это не получается, в том числе из-за давления Запада. Поэтому мы оказываемся в ситуации, когда мы вынуждены продолжать принимать мигрантов, которые не хотят жить по правилам нашей страны, но при этом это очень сильно влияет на ситуацию в стране. И потом нужно понимать, что мигранты – это очень широкое понятие, и есть, например, русские, которые приезжают во Францию, получают французское гражданство и живут здесь как французы, потому что они очень любят нашу страну, и, безусловно, нашей стране выгодно принимать таких мигрантов, это очень хорошо влияет на экономику страны, это дополнительная рабочая сила, но, к сожалению, таких мигрантов не большинство. Кем вы видите будущее своей страны? Comment voyez-vous le futur de votre pays? Ça dépend. Il y a deux options. La première option, des gens comme moi réussissent à aller au bout de leur évolution. Et dans ce cas-là, toutes les options positives seront ouvertes. On ne pourra jamais faire pire que ceux qui nous ont dirigés. Et étant patriote par nature dans nos mouvements et avec une très forte volonté de renverser complètement l'axiome géopolitique, c'est-à-dire que nous sommes quand même l'un des 5 États membres du Conseil de sécurité de l'OTAN. Bien comprendre que si la Russie, la Chine et la France sont pieds contre les volontés diplomatiques des États-Unis et de l'Angleterre, en fait, c'est très puissant. La France rétablirait d'une part son capital sympathie, j'en suis sûr en Russie, mais aussi en Afrique où nous sommes en train de perdre de l'influence. En Asie, dans beaucoup de pays où en fait la France avait quand même été regardée avec une certaine mystique, une certaine aura, de par la Révolution française, de par un tas d'événements historiques sur lesquels on prête un certain romantisme et
comment dire, une certaine la France qui défendrait un peu des idéaux démocratiques, de liberté d'expression, de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. La France a inventé des principes internationaux comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc nous avions cette aura et que nous rétablirons contre les États-Unis d'Amérique, contre les impérialistes de l'OTAN. Ça ne veut pas dire que sur certains dossiers avec des pays avec lesquels nous nous rapprocherons, donc comme la Russie très clairement, hein, parce que c'est dans nos intérêts, il y aura un point de friction, mais simplement il n'y aura pas cette volonté d'amener un choc des civilisations et la guerre. Et la France, du point de vue économique, a tous les moyens de se redresser. Nous avons quitté. Maintenant, il y a l'autre option, et que des gens comme nous perdons. On ne réussissons pas à faire notre révolution, et clairement, ça ne sera pas autre chose qu'une révolution. Ce ne sera pas un changement électoral, pas du tout compter là-dessus. Il n'y a pas de dissidence politique à exister médiatiquement en France, donc aucun de nos dissidents politiques n'a aucune chance d'être élu. Je veux dire, si on a 20% d'exposition médiatique dans les médias mainstream de votre pays, alors que vous défendez la souveraineté et l'indépendance de la France, il est évident que ce 90% de l'autre côté, il va être, même s'il dit des choses qui sont insensées, il va être élu simplement parce que les gens, et ça je pense que c'est pas qu'en France malheureusement, font un peu trop confiance à la télévision et à ce qu'on leur dit de voter. Donc si ça n'est pas le cas, nous irons vers la guerre. Très clairement, je pense que l'Europe, pas seulement la France, ira vers la guerre parce qu'il y a une volonté très clairement d'affaiblir la Russie. Et puis je ne vois pas non plus la Russie, pour l'instant, elle est sous l'égide de Poutine qui est présentée en France, dans beaucoup de pays européens comme un tyran, un despote, un fou. Quelqu'un qui est malveillant, en fait, du point de vue des Français, c'est plutôt une sorte de Gaulle russe. C'est-à-dire qu'il est obligé de composer avec une réalité. C'est lorsqu'il a pris le pouvoir peu de temps après la démission de Boris Eltsine, il avait fait valoir la main tendue de la Russie à l'Europe et à l'Occident, disant nous devrions revoir comment l'URSS a éclaté, nous devrions revoir nos relations et avoir des développements économiques mutuels plus pacifiés. Cesser les confrontations, c'était un peu la logique de Vladimir Poutine. Mais à chaque fois, on lui a tordu le bras. On lui a jamais laissé l'occasion de dire développons au contraire ça, faisons un pacte de sécurité commun au niveau européen. Nous n'avons pas besoin, après tout, les Européens dont les Russes font partie n'ont pas besoin des Américains pour pouvoir assurer la sécurité dans leur propre espace géographique. Il aurait été plus logique que la Biélorussie, la Russie et tous les États européens actuels s'entendent et disent qu'est-ce que nous voulons pour garantir des conditions de sécurité mutuelles entre nous sur cet espace géographique. Non, nous avons laissé les États-Unis manœuvrer et les États européens sont devenus des vassaux, réellement des vassaux. Est-ce que l'on voit une tendance de fond depuis des décennies qui laisse à penser que les États européens comme les États-Unis suivraient une ligne de fond qui serait justement vers la pacification, vers une amélioration des relations? Absolument pas. Les guerres qui se disaient être au départ de basse intensité, par exemple la Première Guerre mondiale, naît au départ simplement d'un conflit entre l'Autriche et la Serbie. Ça a été qu'une guerre locale au point de départ européen. La Deuxième Guerre mondiale aurait pu être évitée si l'Angleterre et la France n'avaient pas poussé la Pologne dans ses retranchements lorsque Hitler disait « je veux récupérer la ville de Danzig ». Nous, c'était pas notre intérêt de nous entrer en guerre avec l'Allemagne à ce moment-là. Peu importe ce qu'on pouvait penser de Hitler, respectivement. Mais l'Allemagne était quelque part dans son bon droit après le traité de Versailles de dire la ville allemande, nous voulons avoir un corridor vers cette ville-là. Les Polonais le Hollandais faisaient confiance aux Anglais qui étaient très bellicistes et à leurs larbins français, parce que toujours des suiveurs à chaque fois dans l'histoire et jamais pour notre bien. Nous avons suivi et la Deuxième Guerre mondiale est arrivée en fait d'un conflit au départ local entre l'Allemagne et la Pologne. Donc, les conflits locaux, ce qui se passe actuellement en Ukraine, au niveau européen, ne sont pas des conflits que l'on peut regarder loin, même du point de vue des Français. C'est dangereux.
c'est réellement dangereux pour la sécurité en général, donc de tous les Russes, de tous les Ukrainiens, pas ceux qui sont près de la ligne, et ceux qui sont assez éloignés, et puis de tous les Européens. Et au profit de qui? C'est toujours au profit de qui? Parce qu'il y a un grand gagnant dans cette affaire. Il y en a un qui a 2 océans pour le séparer de l'espace eurasiatique, de tout, en fait, qui est très bien. Il a le Canada au-dessus de lui, c'est un copain. Il a le Mexique en dessous, il est très bien. Il n'a aucun problème de sécurité. Il a une gigantesque navire qui suffit à défendre ses côtes. Il n'a pas besoin d'envahir aucun pays. Il peut pas. Il a tout à fait les moyens militaires de diviser toute invasion. Personne ne songe à envahir les États-Unis d'Amérique, mais par contre, les États-Unis d'Amérique font en sorte d'avoir de la chair à canon en Europe qui s'entretuent pour leurs intérêts. Et c'est là où justement il est urgent pour nous, Français, Européens en général, et malheureusement les Ukrainiens et les Russes ne peuvent que le comprendre de fait, ils n'en ont plus le choix, même ceux qui, avant 2014, cherchaient à ignorer la chose, ne pas vouloir en parler, c'était un sujet qui les désintéressait, le voient tragiquement. Je dis, ce bain de sang, ces rivières de sang que nous voyons actuellement entre la Russie et l'Ukraine, en fait, c'est au profit des et contre les intérêts des populations. La plupart des gens qui meurent là-bas ne sont même pas des idéologues, c'était ou d'un autre, c'était juste des gens qui ont été pris, qu'on a emmenés à la boucherie parce qu'on résoudre un problème politique qui était aisé à résoudre. Les accords de Minsk qui étaient une bonne base de départ, et il aurait suffi simplement que les Européens soient les larbins des États-Unis pour que les Ukrainiens comprennent, donc du point de vue du régime de Kiev, Zelensky, que certaines limites n'avaient pas à être dépassées. Le problème actuellement, on est en train de fâcher la Russie, et la Russie, elle, a des capacités que sur le plan militaire, les Européens ne développent pas, et elle s'aguerrit, et personne ne doute que l'Ukraine va finir par perdre. Malheureusement, enfin, je vois pas comment elle a rien du point de vue de ses ressources humaines et en armement de conflit ad vitam aeternam. Donc, ça posera un moment pour la Russie de se dire, est-ce que je pousse plus, et puis parce que je vois que les Européens restent asservis aux intérêts américains, que les Polonais sont par exemple très virulents, ils ont une politique anti-russe, une ligne russe-phobe qui est dangereuse. Mais les Hollandais font la même chose, les Anglais font la même chose, les Allemands sont parfaitement débiles eux aussi, alors qu'ils avaient des relations qui étaient un peu privilégiées avec la Russie auparavant. Je pense que les choses, c'est en fait la solution de la France, et je pense pour pas mal de pays européens, c'est soit la révolution des peuples pour assurer la paix et la restauration de leur indépendance nationale, soit nous allons aller vers la guerre. Et je serai le dernier d'ailleurs à porter une arme contre la Russie, parce que ce serait porter une arme, à mon sens, contre mon propre pays. Par contre, si je suis devant un soldat américain, pas de souci, je risque d'être celui qui tire dessus. Это вопрос, решение которого будет зависеть от ситуации, от того, как дальше поведет себя народ. С одной стороны, если во Франции и в Европе в целом начнутся такие революционные движения, которые смогут обеспечить независимость этим государствам, независимость от интересов Соединенных Штатов, тогда в странах все будет хорошо. Они восстановят свои позиции, им необходимо взаимодействовать с Россией, им необходимо взаимодействовать с Белоруссией, и в целом европейским странам нужно самим объединиться и решать, как будет обустраиваться их национальная безопасность на континенте. Это не должны решать страны, проживающие за тысячи километров от их территорий. А с другой стороны, если ситуация не изменится, то мы окажемся в очень опасном положении, которое может даже привести нас к военному конфликту, который будет выгоден не населению, живущему на территории европейских стран, на территории России, а США, которые проживают на совсем другом континенте, и которым даже ни от кого защищаться не надо, потому что они отлично ладят со своими странами-соседями, с двух сторон окружены океаном, и единственное, что они могут делать, это вмешиваться в конфликты на территории других стран.
Но нужно понимать, что мы сейчас находимся в такой ситуации, когда если мы не восстановим свободу слова, если мы не восстанем против США и продолжим терять влияние в тех регионах, в которых раньше оно было очень сильно, например, Франция сейчас очень сильно теряет влияние в Африке, то ситуация будет все больше дестабилизироваться. Пока что мы видим, что большинство европейских стран называет Владимира Путина тираном, называет его деспотом и яро выступает против его политики. И мы в целом видим, что ситуация в Первой мировой войне и во Второй мировой войне с чем-то напоминала ситуацию, происходящую сейчас, потому что они обе начинались из конфликтов на европейском континенте, конфликтов между двумя странами. Но эти войны были очень кровопролитными. Сейчас мы видим конфликт между Россией и Украиной, и этот конфликт идет не на пользу населению этих двух стран, он идет на пользу интересам третьих лиц, и если ситуация не изменится, если мы не придем к необходимости отказа от навязывания чужого мнения, то можем оказаться в очень опасном положении. Какое ваше самое важное решение в жизни? Quelle est votre décision la plus importante dans la vie? Je crois que c'est mon engagement révolutionnaire puisque c'est une ligne. On n'arrive pas. Chacun prend un point de départ dans son immersion politique. J'ai attendu l'âge de 30 ans pour disposer d'une culture politique suffisante au point que ça me révolte, que j'ai un désir de justice. D'autres l'ont plus tôt, d'autres l'ont plus tard. C'est en fonction des circonstances de sa vie. Et depuis, je suis quelqu'un qui me bat. Je me suis fait connaître en France pour avoir décroché des drapeaux européens. J'ai rédigé un livre qui est un essai sur le droit de résistance à l'oppression. J'anime, je fais pacifique des régiments militaires pour les appeler à soutenir le peuple. Qu'il faut, dans une révolution, ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre, c'est qu'il y a une nécessité de sensibiliser les corps régaliens de la nation et l'armée en premier. La révolution russe en 1917 ne se fait parce que justement les marins russes à Pétersbourg vont rejoindre Lénine, ne vont pas aller contre lui. Donc c'est quelque chose qui est essentiel, de la même façon qu'aujourd'hui dans le temps contemporain, des révolutionnaires vont d'abord devant leurs grands médias, puisque les grands médias sur la propagande décident qui a le droit de parler ou non, qui peut être entendu ou non. Si on veut reprendre le contrôle, c'est ce que j'explique à mes français gilets jaunes, c'est qu'il ne faut pas aller sur des places publiques où il ne se passe rien, on peut que des pigeons, mais qu'il n'y a pas de politiciens, pas de journalistes. Il faut aller assiéger directement les bâtiments de pouvoir que sont le Parlement, les médias nationaux. Et je suis donc connu pour ça. Et je continue de me battre, je ne pense pas que je vais m'arrêter. Évidemment, je ne suis pas baptisé en France, donc je n'ai que les médias alternatifs qui de temps en temps s'intéressent un peu à ce que je fais et des gens qui viennent de changer. Peut-être que justement du fait que je sois très impliqué sur les questions de géopolitique et notamment très sensible à l'affaire ukrainienne depuis le départ, dans mon livre, il y a tout un chapitre à l'affaire ukrainienne et il a été publié bien avant le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Donc, je suis très sensible à tout ça et c'est ce qui me permet en fait d'avoir un petit fil de contact avec des médias internationaux. Malheureusement, c'est pas simple de prêcher vers des gens qui sont d'accord. On est des millions à vouloir vraiment sortir de l'Union européenne, de l'OTAN en France. C'est la majorité. Les Gilets jaunes étaient soutenus par 70% de la population. Maintenant, se faire entendre de tous ces gens en France est quelque chose de très compliqué parce que je suis pas quelqu'un qui aime communiquer. C'est pas mon truc en fait la communication. Plutôt qui organise des événements ou qui écrit, mais qui a une expression orale. Et malheureusement, pour se faire connaître et à faire avancer l'idée de révolution, il faut avoir quand même une logique un peu médiatique et de communication. Il faut beaucoup parler sur des réseaux sociaux, il faut être très présent
et faut prendre même une posture de sauveur, des choses que je n'apprécie tellement, c'est pas mon truc. Voilà, continuer de me battre pour qu'il y ait la révolution, pour qu'on rétablisse la paix. Et vous voyez bien que s'il y a un appel que je fais à des autonomistes du Donbass qui pourraient nous entendre, et des Ukrainiens pourquoi pas, ou des gens russes, j'ai rédigé un plan de cessez-le-feu en Ukraine, donc qui tient sur 16 points, avec lesquels toutes les parties ne seraient pas d'accord, parce que malheureusement, il y a eu trop de sang versé pour que, sur le plan politique, il soit aisé de faire un pas en arrière pour chacun sur les revendications géopolitiques, etc. Mais au moins qu'il y ait un point de départ de discussion. Si on me prêtait du point de vue de chacune des parties, c'est-à-dire des civils, des gens qui ne sont encore une fois pas des gens sous influence de leur propre gouvernement, mais qui veulent la paix, veulent que la boucherie cesse au plus vite, parce que c'est le plus important, c'est sauver. Me prêter la reconnaissance comme quelqu'un qui soit officiel pour eux, c'est-à-dire qui veulent parlementer, faire des tractations en considérant que je représente bien mieux la France qu'Emmanuel Macron. Je ne le serai pas de façon définitive parce qu'en France, il y a de bien meilleures personnes pour jouer de ces discussions, animer ces discussions. On a des gens qui parlent le russe, qui connaissent encore plus finement que moi ce genre de dossier en contact. Mais ce sera une façon d'embêter. En France, on a une histoire qui nous permet d'expliquer ça. Nous avons eu le gouvernement provisoire de la France libre durant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement de Vichy, et qui était reconnu par l'Angleterre et un certain nombre de puissances étrangères, alors que le gouvernement régulier, c'était celui de Vichy. De la même façon, les Occidentaux, en Libye, en Syrie, ont installé des conseils nationaux de transition fantoches, comme il y a eu des gouvernements parallèles qui ont beaucoup plus de légitimité, ce qui s'est passé justement dans la République autonome de Louhansk et de Donetsk, où il a fallu bien créer des entités politiques ad hoc qui prennent la légitimité sur un espace territorial contre l'autorité, on va dire, de leurs dirigeants, des dirigeants de leur pays. Et c'est ça, on appelle que des liens se fassent réellement entre la France et la Russie et le Donbass pour créer une diplomatie parallèle et peut-être espérer trouver quelques Ukrainiens qui certes ne sont pas d'accord avec des gens du Donbass ou sur les façons de résoudre le problème politique de départ et qui diront il y a trop de sang versé aussi pour nous et il faut arrêter. Donc c'est à ça que j'appelle, que l'on puisse avoir des gens qui ne sont pas des gens qui viennent en Occident, c'est pas la peine en tout cas de parler avec nos diplomates officiels. Tous les diplomates officiels occidentaux seront toujours dans une ligne débile, anti-pro-guerre, et on ne peut rien faire avec eux. Par contre, si vous quand-même vous dire il y a besoin de l'Occident, il y a besoin des peuples occidentaux pour faire avancer la paix, c'est encore possible, mais dans il faut s'intéresser aux groupes révolutionnaires ou en tout cas militants, ceux qui s'opposent à leur propre oligarchie politique pour parler de paix. En France, nous en avons beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cela, qui adorent la Russie, qui ne sont pas plus hostiles aux Ukrainiens en tant que peuple. Et par contre, oui, très clairement, Zelensky, nous ne l'apprécions pas. Ces petits copains bandéristes de Pravi Sector, du SBU, etc., nous ne les apprécions pas. Et les gens qui capitulent devant les États-Unis, nous ne les apprécions pas. Donc, nous parlerons avec des gens qui, du point de vue de l'Ukraine, défendront l'indépendance de l'Ukraine, que ce soit vis-à-vis de la Russie, parce que l'histoire fait qu'ils sont un peu remontés, pourquoi pas, mais vis-à-vis aussi des États-Unis, parce que là, nos intérêts à nous d'Européens ne sont pas respectés. Si quelque part, on a quelque part en Europe encore des larbins des États-Unis qui viennent créer des sources de discorde inutiles. Donc voilà un peu à quoi j'appelle, que l'on trouve des partenaires pour faire de la diplomatie parallèle. Я считаю, что самым важным решением в моей жизни было встать на сторону революционную. У меня есть книга, которая называется «Револьт», это переворот, восстание. В этой книге рассказывается о роли
различных групп людей в революции, о причинах, последствиях разных революций в разных уголках мира. И я считаю, что чтобы изменить ситуацию, люди должны начать выступать против этой ситуации, должны высказывать свое несогласие, и это должны быть не профессиональные журналисты или политики, это должны быть обычные люди, которые устали от происходящего, которые понимают, что это не приводит ни к чему хорошему. Кроме того, я считаю, что должна вестись параллельная дипломатия не только на уровне официальных правительств, но и на уровне людей, у которых есть своя позиция. Представители высших слоев общества должны общаться с революционно настроенными деятелями, должны выслушивать позицию друг друга. И если проводить такие действия, то можно понять, что на самом деле очень многие люди выступают за мир, очень многие люди выступают за прекращение огня, и это сейчас самое важное. И при этом люди не против украинцев как народа, люди просто хотят остановить те неправомерные действия, которые совершают сейчас представители СБО, представители украинской власти, и добиться мира. И вот чтобы добиться этого мира, необходимо действовать уже сейчас, действовать не в одностороннем порядке, но проводить многостороннюю и разнообразную дипломатию. Что бы вы хотели пожелать детям, пострадавшим от военных конфликтов? Que souhaiterez-vous pour les enfants touchés par les conflits militaires? C'est pas seulement les enfants, mais simplement les gens qui vivent dans l'angoisse et la terreur lorsqu'ils sont impactés directement par la guerre. Je me représente ce que ça peut être dans son propre pays, être quelqu'un qui au départ a un peu de travail, une vie rangée, qui ne fait pas de politique et que l'on envoie, que l'on jette sur le front, qui va subir des bombardements d'obus, de drones, qui va se prendre des balles alors qu'il n'a rien demandé et il se retrouve dans des circonstances absolument tragiques. Donc c'est d'abord à eux que je pense, parce que malheureusement des pertes civiles, que ce soit des enfants, des femmes, des vieillards, il y en aura toujours dans les guerres, mais il y a quand même, j'ai quand même pensé des jeunes gens qui sont envoyés de chaque côté de la ligne de front, parce que même si il y a une vraie motivation, des gens qui ont la rage au cœur et qui vont se battre parce que c'est un problème qui est ressenti par les populations. Il y a n'empêche des gens qui n'avaient rien demandé, qui ne voulaient pas être jetés sur le front et mourir pour rien, dans des conditions aussi horribles. Et surtout, je suis, encore une fois, extrêmement une colère noire. C'est noir parce que c'est tragique. Il y avait vraiment la possibilité, du point de vue des États européens, d'empêcher cette boucherie. Et en fait, il n'y avait pas besoin que des centaines de milliers de gens meurent actuellement de part et d'autre. C'était pas nécessaire. Et aujourd'hui encore, on pourrait l'arrêter. C'est encore possible. Tant les autorités ukrainiennes que russes n'ont pas d'intérêt militaire et stratégique et politique à arrêter le conflit maintenant. Il y a encore des moyens de pression pour arrêter cette boucherie. Alors évidemment, les populations civiles sont exposées, qui notamment sont à Donetsk, qui sont bombardées depuis la ville d'Avdiivka, et c'est pour ça que il y a une opération actuellement pour essayer de reprendre le contrôle de cette ville, mais c'est pareil dans d'autres villes près du front. Et de chaque côté, les populations civiles et les enfants en premier lieu connaissent la guerre et la terreur qui va avec. On peut être insensible, mais encore une fois, je pense que le plus tragique est de dire qu'il y avait des morts qui étaient évitables et qu'on pourrait aujourd'hui arrêter. Je pense que tout à fait possible pour la France. Si aujourd'hui je serais en situation de gouverner la France, je peux vous assurer que le simple fait que la France fasse pression médiatique du point de vue de ses autorités et aussi au Conseil de sécurité de l'ONU et aussi vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis des autorités ukrainiennes pour très rapidement les autorités ukrainiennes, je ne dirais pas capitulent, mais acceptent de réouvrir la discussion avec la Russie et la possibilité d'un cessez-le-feu.
En fait, nous aurions aujourd'hui plus de difficultés à négocier avec les autorités russes avec lesquelles nous avons plus d'affinité, pour des gens comme moi, pour leur dire arrêtez quand même. Si on a réussi à faire pression aux Ukrainiens pour qu'ils arrêtent les combats, on fasse taire les armes et qu'on fasse cesser la boucherie. Aujourd'hui, c'est la Russie qui a le moins d'intérêt désormais à cesser cela, à faire cesser cela. Et en attendant, il y a des jeunes gens de notre âge, je ne sais pas quel âge vous avez, mais je vois bien jeune, je ne dis pas non plus très vieux, mais des jeunes gens qui n'avaient rien demandé, qui ont une famille, faire simplement vivre une vie simple, qui sont morts tragiquement, qui sont et ça c'est quelque chose qui est sensible pour moi et qui est sensible pour beaucoup de Français. Я хотела бы пожелать это не только детям, но и всем людям, которые знают, что такое война, которые были затронуты военными действиями, террористическими актами. Я хочу пожелать им, чтобы они смогли жить спокойной и размеренной жизнью. Очень многие люди сейчас заинтересованы в том, чтобы остановить конфликт на Украине. Он никому не нужен, и необходимо, чтобы кто-то пришел и сказал украинской и российской сторонам: все, хватит, нужно остановить эту мясорубку, и потому что сейчас сотни тысяч молодых людей умирают, и умирают фактически ни за что. Нужно прекратить это. И я надеюсь, что в скором времени найдется эта сторона, которая сможет остановить все, что сейчас происходит. И, на мой взгляд, особенно России, этот конфликт сейчас не нужен. И я думаю, что его можно остановить. Я желаю всем людям, чтобы он как можно раньше прекратился, и они смогли жить спокойной и мирной жизнью. Спасибо большое за пожелание сегодняшней беседы. Была пообщаться. Спасибо большое за перевод, Настя. Merci beaucoup pour vos souhaits et pour la conversation très utile. Ce fut plaisir de discuter. Moi aussi. Et puis, je souhaite à tous les Ukrainiens et les Russes, et les gens du Donbass de façon plus précise, que le bain de sang cesse, que les bombardements cessent, que l'on puisse se reconstruire et puis revenir à une relation plus pacifiée. C'est tout ce que je vous souhaite et croyez bien que tous les Français qui sont en révolte contre notre oligarchie, qui sont les plus nombreux, qui sont majoritaires, vous soutiennent aussi. Et peu importe ce que vous entendez des médias français ou du point de vue des politiciens français, ne croyez pas que ces gens incarnent le point de vue majoritaire de la population française. Bien au contraire. Спасибо большое за то, что пригласили. И я хотела бы пожелать всем жителям Украины, России, всем жителям Донбасса, чтобы этот конфликт скорее прекратился, чтобы скорее прекратились бомбардировки, чтобы были быстро восстановлены здания, и люди смогли снова продолжить жить обычной жизнью. И я желаю французам, французским гражданам, чтобы у них было больше воли, чтобы они смогли показать свое мнение, выступить против тех, кто навязывает им неприемлемую позицию, и чтобы наконец-таки в мире была справедливость. Спасибо большое, спасибо, что пришли сегодня. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt.